Alors, on dit que c'est partout dans l'école. Je vais vous montrer quelques exemples où vous allez reconnaître ce que vous faites. Alors, on dit que c'est reconnu dans le programme de formation de l'École québécoise. C'est aussi présent dans les différents plans et mesures mis en place pour la réussite de tous les élèves. Alors, on me demande parfois où dans le programme ou dans quelles mesures spécifiques on insiste vraiment sur la lecture pour tout le monde, hein? Alors bien, on l'a. D'abord, en 1999, il y a eu ce guide de référence pour l'élève en difficulté d'apprentissage. On voit que déjà dans ça, à la fin, à la fin de 1999, qu'on recommandait justement cette lecture dans toutes les matières pour soutenir les élèves en difficulté. Alors, c'est présent depuis déjà plusieurs années. Ça a été aussi mis de l'avant dans le programme Agir autrement, dans les écoles en milieu défavorisé, où on a insisté énormément sur la lecture dans toutes les matières pour apprendre, parce que c'est là extrêmement important pour la réussite des élèves. On le retrouve dans le programme. Alors, c'est vrai, dans toutes les disciplines, et je vais vous montrer des exemples, la lecture est partout, elle est implicite partout. Elle n'est peut-être pas explicitement nommée, mais quand on décode ce que le texte dit, il y a tellement de choses à apprendre, à développer. Les enseignants le disent à juste titre, bien, ça ne peut pas se faire par de l'enseignement magistral totalement. Il faut, parce que des fois, les enseignants préfèrent dire l'information parce qu'ils tiennent absolument à ce que les élèves aient accès à ce qu'il faut, hein, comme contenu pour faire les activités. Mais dans ce cas-là, on se rend compte qu'ils ont moins d'informations parce que c'est très exigeant de tout donner en exposé. Alors qu'à travers la lecture, dans toutes ces matières, c'est possible de soutenir l'élève pour le faire. On le retrouve bien sûr dans le plan d'action sur la lecture, développer des habitudes au quotidien pour faire toutes sortes de choses. Alors, c'est très important. Et dans le programme L'École j'y tiens dernièrement, la dernière mouture, où on insiste sur l'importance que les élèves soient engagés dans leurs tâches, qu'ils persévèrent à l'école, et cet élément-là est bien sûr accentué. Donc, tous ces programmes et ces mesures gouvernementales donnent la légitimité, je dirais, d'avoir une action concertée qui prend du temps, hein, parce que quand c'est une priorité, il faut libérer des choses pour la mettre de l'avant, mais cette priorité-là se reflète dans toutes les orientations qu'on a actuellement au Québec. Alors, il y a là une cohérence ou un alignement pédagogique important qui nous donne des leviers, parce que quand on fait ça, on touche à tout ça. Alors, c'est aussi vraiment efficace. Donc, on dit que ça se réalise à travers différentes activités qui ont leurs propres exigences et critères de performance. Qu'on pense au SAE, qu'il y a dans tous les programmes au secondaire actuellement, bien, quel est le type de tâches qu'on demande à l'élève? Quel est le type de texte qu'il y a dans ces SAE-là? Est-ce que ce sont des cartes, du texte, des figures? Est-ce qu'il y a des dessins? Je pense à géographie avec les cartes. En histoire, hein, il y a une continuité chronologique. En mathématiques, il y a des formules, mais il y a des concepts aussi qui ont été développés. Il y a des chercheurs autour de ces concepts-là. Alors, comment on peut capitaliser là-dessus? Alors, on l'a en laboratoire en sciences parce qu'on voit bien qu'il faut, hein, dans la démarche scientifique, on doit aller valider nos résultats ou essayer de trianguler ce qu'on a obtenu avec d'autres sources. La lecture va très bien dans ce contexte-là. Ça se fait seul en classe. Puis on va voir, ça c'est un principe très important parce qu'on demande souvent aux élèves de lire à la maison, puis nous, on travaille avec eux en classe sur ce qu'ils ont appris. Puis souvent, à juste titre, on trouve que nos élèves n'ont peut-être pas assez lu. Mais si on les fait lire en classe, si on met la lecture au centre de nos activités de classe, bien là, on peut non seulement profiter de plusieurs occasions d'apprentissage, mais on peut aussi soutenir les élèves. Et on va voir que c'est une intervention qui doit être parcimonieuse, qui n'est pas une intervention massive nécessairement, mais qui, quand elle est faite juste au bon moment, c'est extrêmement fort sur l'apprentissage de l'élève. Donc, en classe, bien sûr, ça se fait à l'ordinateur assurément, avec tous les contenus qu'on connaît. Ça peut se faire à la maison chez les plus petits, supervisés, et puis ça se fait seul, bien sûr, pour répondre à ces questions. Ça peut être des lectures d'intérêt personnel ou des lectures qui permettent là, de réaliser les travaux. Alors, on voit que les exigences et les critères varient. Si je dois lire quelques textes pour faire une affiche que je dois présenter à l'école, bien, c'est important de se demander quelle sorte de lecture je vais faire. Est-ce que je peux juste lire pour avoir une idée globale? Non.
Hein, je dois lire vraiment pour approfondir un sujet. Alors, comment je vais savoir que j'ai bien lu dans ce cas-là? Bien, un critère de performance, c'est d'être capable de parler de ce sujet-là, entre autres. Alors que si mon intention est d'aller valider une activité que j'ai déjà faite, bien là, je vais partir de ces données-là. Donc, je dois essayer de démontrer avec ma lecture que ça correspond à ce qui est là. Donc, la tâche ultime et les critères vont varier. Alors ça, c'est important de le voir et de se parler de ça en équipe pour qu'on puisse reconnaître la différence et aussi travailler avec elle, avec les élèves. Alors, ce que la recherche montre au secondaire dans les dernières années, c'est que l'intention principale pour donner des textes à lire aux élèves par les enseignants, c'est de lire leur manuel scolaire et aussi de renforcer, pour renforcer ce qui a été vu en classe. Donc, c'est une lecture qui permet pas, qui n'est pas celle de s'initier, mais qui est plutôt, d'après un cours ou un exposé sur un sujet, d'aller compléter par la lecture. Et ça sert d'appui aussi à la réalisation des devoirs. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent les leçons. Alors, on a des leçons dans le manuel. Donc, on se rend compte que ces activités-là, l'utilisation qu'on fait de la lecture, en règle générale, bien sûr, il y a toutes sortes de projets qui existent dans les écoles, il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes de textes, mais en règle générale, on se rend compte qu'au secondaire, il est possible de varier davantage nos activités. Il est possible d'ajouter des tâches signifiantes ou d'augmenter le nombre de textes pour permettre aux élèves d'en apprendre encore plus. Alors, deux buts. Expérimenter toutes sortes de lectures davantage et développer ses habiletés à le faire de façon efficace. Donc, on peut s'améliorer sur la variété des activités. Une autre chose aussi, c'est que dans ces lectures-là, ce qui est principalement demandé par les enseignants, c'est le questionnement. On questionne les élèves sur les textes, puis ils doivent trouver des réponses à ces questions-là. Et dans bien des cas, ce qu'on a observé dans les pratiques des enseignants, ce sont des questions dont les réponses sont dans le texte. Alors, quand on réfléchit un peu à ce que ça a comme exigence pour les élèves, bien si je sais ou j'anticipe que la question est dans le texte, un élève qui est stratégique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la question, trouver le mot-clé là-dedans et aller lire la section du texte où ce mot-clé se trouve et probablement réécrire sur sa feuille ce qu'il y a autour de ce mot-clé-là. Alors, c'est ce qu'on appelle la sélection de l'information, repérer. Et habituellement, en 4e année du primaire, beaucoup d'élèves sont capables de faire ça. Mais c'est excellent. Ça veut dire qu'on a des acquis de lecture. La deuxième chose, bien là, c'est qu'ils vont copier probablement ce qui est là. Alors ça, c'est une stratégie aussi qui peut dépanner dans certains cas. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Hein? Ce n'est pas la copie. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent justement montrer qu'ils ont compris quelque chose et qu'ils en retiennent des choses pertinentes pour ce qu'on veut. Donc, actuellement, nos intentions sont bonnes et sont très louables en posant des questions aux élèves sur les textes. Mais peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est quelle sorte de questions on pose? Puis, quelle est notre intention vraiment? Parce que parfois, il y a des enseignants qui me disent « bien, mes questions, c'est juste pour m'assurer finalement qu'ils ont lu. » Alors là, on n'est plus dans une pratique pédagogique d'apprentissage, mais on est dans une pratique pédagogique de gestion, de contrôle de la tâche. Alors là, il faut être au clair avec nos intentions et choisir une approche qui répond à ce qu'on veut. Donc, si mon but est que les élèves apprennent en lisant, puis que cette lecture-là les aide à réaliser leurs tâches et puis à pouvoir ensuite capitaliser sur ces connaissances-là, bien, on se rend compte que ce n'est pas la pratique la plus gagnante actuellement. Donc, on peut aussi ajuster ces tâches-là pour être encore meilleur soutien aux élèves. Alors, en changeant des choses sur les textes qu'on donne et en changeant quelque chose sur les questions qu'on pose, bien, déjà, là, on a 2 interventions qui vont permettre à l'élève de vivre plus de variété dans la tâche et puis aussi d'avoir peut-être aussi plus d'intérêt pour s'y engager. Par exemple, si la question est difficile, elle demande de l'inférence ou elle demande de lire 3-4 textes pour comprendre le sujet, bien déjà, là, il y a un défi. Aussi, pourquoi on doit se mobiliser tout ensemble? Là, on a parlé des tâches, mais il y a les domaines d'apprentissage. Alors, je l'ai souligné rapidement tout à l'heure. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment regarder quand on se parle entre enseignants de différentes disciplines, c'est que ce qui nous différencie, c'est souvent la logique des contenus.
Hein, on disait géographie des espaces situés sur une carte. Hein. Il y a là quelque chose de spatial dans la logique quand je lis là-dessus. Il faut que je vais visualiser le territoire, je vais essayer de voir comment les individus s'adaptent à ces territoires-là. Donc, il y a là quelque chose vraiment de particulier, plus d'imaginaire, je dirais. En histoire, bon, on le disait tout à l'heure, c'est plus chronologique, il y a une séquence logique. Malheureusement, bien souvent, on pense que c'est juste une série de dates. Mais dans ces dates-là, c'est parce qu'il y a eu des événements, il y a eu des éléments fondamentaux. Alors, comment ils sont enchaînés les uns aux autres, ces éléments-là? C'est là dont on parle de l'histoire de notre histoire. Alors, on voit que ces logiques-là, quand on va parler d'autres façons de traiter l'information que copier et répéter, il y aura entre autres l'organisation. Comment je pense que ce contenu-là s'organise logiquement en termes de contenu? Et après, comment je peux soutenir les élèves à mettre en évidence la logique dans mon contenu? Là, je travaille sur la conceptualisation ou je travaille sur l'identification d'événements ou de séquences. Alors ça, c'est à travers les stratégies d'organisation que je vais pouvoir soutenir les élèves. On met en évidence le contenu. Et il y a aussi, à travers ça, le traitement, on va voir qu'il y a l'élaboration, ou en français, on parle d'inférence. C'est la capacité de transposer dans mes mots ce que j'ai lu. Bien, si je suis capable de le dire dans mes mots, j'ai probablement bien compris ou saisi les choses. D'ailleurs, il y a des élèves qui étudient comme ça. Ils racontent à leurs parents ou à leurs amis ce qu'ils ont lu. Assis-toi, je vais t'expliquer mon examen de demain. Puis là, ça me permet de voir où est-ce que j'accroche puis où est-ce que j'accroche pas. Donc, c'est de l'élaboration, c'est de la transformer ce qu'on lit dans sa vie ou dans ses mots. Hein? Alors là, on va voir que ça aussi, c'est gagnant. Et les textes, bien sûr, au secondaire ou dans la transition primaire-secondaire, il y a quelque chose là d'important. Parce qu'au primaire, les textes sont là, mais ils sont beaucoup au service de projets avec les enseignants. Puis il y a une grande variété de textes habituellement qui est offerte aux élèves. Et quand ils arrivent au secondaire, actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup l'utilisation du manuel, qu'il y a un certain type de texte plus identifié. Mais même quand on va dans les encyclopédies ou qu'on ouvre notre répertoire, dans les livres de référence, support papier, CD-ROM, etc., bien, il y a des défis là aussi. Hein? Et on a vu la tâche avec ses critères, mais il y a les textes. Alors, les textes, ils n'ont pas la même organisation. Il y en a qui ont des titres puis des sous-titres ou intertitres. Il y en a qui ont plutôt des plans. Il y en a qui ont une table des matières, il n'y en a pas. Donc, il y a toute une structure logique qui est importante. Ils sont complexes, ces textes-là, parce qu'un texte informatif pur, ça n'existe pas, je crois. Quand j'informe sur un sujet, bien, parfois j'ai un exemple, parfois j'ai une mise en situation, parfois je vais comparer deux informations, alors que dans le paragraphe suivant, peut-être que je vais plutôt illustrer avec une analogie. Alors on voit que tout ça, c'est assez complexe. Alors plus on avance, il y a la complexité du contenu, mais aussi la structure du texte qui est importante. Il y a des textes qui sont parfois jugés inadéquats aussi quand on analyse. Alors ça, c'est important de voir quand on choisit des textes et que j'ai un objectif particulier avec mes élèves, bien de voir quel est le pourcentage de ce que je veux qu'ils apprennent sur le sujet qui est couvert dans le texte. Est-ce que c'est directement en lien avec mon projet? Par exemple, au primaire, au troisième cycle, dans un des projets, on s'est rendu compte, disons que les élèves travaillaient, quel exemple je pourrais prendre, le Québec du 19e siècle, bien que les textes étaient partiellement en lien avec le sujet. En fait, le but ultime ne pouvait pas être couvert en lisant seulement les textes. Alors ça aussi, c'est important de voir jusqu'où ils vont trouver ce qu'ils ont besoin dans les textes que je leur propose ou dans les textes qu'ils vont trouver, si je leur laisse libre choix, puis jusqu'où je dois compléter. Donc, ça aussi, c'est une limite des textes. D'ailleurs, ça fait 5 ans, je fais l'exercice avec des enseignants à trouver le texte parfait. On n'en a pas encore trouvé. Alors, mais il faut savoir les forces et les faiblesses d'un texte. Par exemple, on entend l'argument de « c'est un manuel approuvé par le ministère, ça doit aller ». Bien, c'est presque mission impossible pour un manuel scolaire parce qu'il doit s'adresser à tout le monde, puis il doit couvrir le programme assez largement. Alors qu'on a des élèves en particulier qui ont un bagage particulier cette année-là, et que peut-être que là, le manuel arrive juste en plein dedans, mais encore, comme il couvre plus largement pour couvrir différents types d'élèves,
bien, il va falloir de toute façon faire des choix. Alors ça, c'est pour le manuel. Maintenant, quand on ajoute d'autres textes, bien, ça amène d'autres éléments. Il faut aussi vérifier que le contenu est exact. Des fois, il y a des petites erreurs dans certains textes. Donc, ça, il faut qu'on sache ce qu'on fait lire aux élèves pour être capable de les guider là-dedans. Par exemple, si on voit qu'il y a des erreurs, bien, moi, je trouve que c'est une activité fantastique de chercher l'erreur avec eux. Alors, pour ça, ils doivent lire autre chose, probablement, puis croiser leurs sources pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce qu'il y a non-concordance et pouvoir trouver le problème. Donc, on voit plutôt de trouver que c'est une tâche difficile, de trouver un bon texte. Bien, moi, je propose plutôt de prendre des textes qui sont dans l'environnement présent, mais de pouvoir en parler, réfléchir, voir les forces, les faiblesses avec les élèves. Et ça aussi, ça les aide à devenir autonomes parce que dans la vraie vie, ils vont avoir toutes sortes de textes et ils apprennent justement à être critiques par rapport à ça. Alors, on voit qu'il y a des structures multiples, j'en ai parlé, et puis ils sont souvent utilisés de manière mixte dans un texte, comme on a vu. Donc, un défi sur la tâche et puis les textes, mais on se rend compte qu'on fait déjà tout ça. On a déjà des choix, on a du matériel, on a des tâches. Alors, on peut se dire, bon, mais comment, ma prochaine étape, qu'est-ce que je serais prête à réviser dans ma tâche ou dans mes textes? Et puis voir, parfois, ça peut être juste d'en parler avec les élèves de ces textes-là pour voir comment c'est organisé. Mais ça, c'est sûr que ça aide l'élève. Ça va le soutenir à essayer de comprendre comment le texte est structuré. Alors, voici des exemples qu'on trouve, parce que ça revient souvent, par exemple en langue. Bien, mes élèves, ils lisent, ils font de la compréhension de texte, ils ne font pas nécessairement de l'apprentissage par la lecture. Hein. C'est un texte à la fois. Puis on a souvent aussi en français, en langue, l'objectif d'utiliser le texte pour faire ressortir une structure de texte. Voici un poème en regardant un poème. Mais on peut aussi lire sur la poésie. Alors là, non seulement l'élève peut observer la structure visée, mais peut lire sur cette structure-là. Alors que si on fait juste sortir la structure, par exemple, de la poésie, bien, l'élève, il dépend de nous pour donner les critères de ce qu'est un poème ou un bon poème. Alors, on voit que ça se complète très bien. Alors, par exemple, ce texte pris sur Internet qui parle de cette strophe de poésie et puis il explique en quoi il est poétique. Alors, on a des raisons. Ici, on a les critères qui permettent de dire que c'est un poème. Alors, je peux très bien lire sur ça. Puis ensuite, aller observer dans la poésie. Mais souvent, on va plutôt faire observer le type de texte, puis on va ensemble, dans la classe, nous, comme enseignants, donner les critères. Alors que là, on se rend compte qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, mais en ajoutant ce texte-là, qui, là, soutient l'élève dans son autonomie. Un autre exemple, on le voit ici avec le sujet des premières civilisations, l'Égypte et les pharaons. On peut faire les différents textes dans ce type de cours et puis l'élève peut lui-même sortir le plan peut-être de ce sujet-là où il peut expliquer ce qu'il a compris dans les textes et pouvoir échanger. Donc, ce n'est pas à l'enseignant à toujours porter le contenu. On voit ici apprécier des œuvres dramatiques aussi, avec un exemple du théâtre élisabétain, où on a l'information. Quelles sont les caractéristiques de cette époque, de ce type de théâtre-là à ce moment-là? Donc, on peut faire aussi de l'interdisciplinaire. Alors, on voit qu'il y a toutes sortes de ressources qui existent où on peut documenter ce qu'on fait faire aux élèves. En maths, c'est pareil, ce site... BibMath parle des mathématiques au quotidien, puis que c'est pas vrai, que c'est juste abstrait, puis que ça peut être utile dans la vie. Bien, de lire là-dessus, ça donne du sens aussi aux maths. Ça permet de voir que c'est pas juste théorique. Il y en a des élèves qui aiment ça, les maths théoriques, mais souvent, en soutenant avec le pratique, ça donne plus de valeur à l'activité pour plusieurs élèves. Donc, voici une façon de faire lire les élèves sur la valeur ou sur les applications du quotidien de ce qu'ils apprennent à l'école. Alors, il y a des sites qui existent, il y a des bouquins. Alors, je pense qu'on peut ajouter certaines choses en complément et puis ça vient enrichir ce qu'on fait déjà. Alors, ça, c'est important.